Comment est-ce qu'on fait la différence entre une affirmation qui est, disons, vraiment scientifique et une autre qui en a juste l'apparence? C'est une question qui a l'air simple comme ça, mais qui est devenue absolument cruciale aujourd'hui. C'est ce que les philosophes appellent le problème de la démarcation. Et pour creuser cette question, on s'est plongé dans un livre fascinant, une collection d'essais qui s'appelle Philosophy of Pseudoscience. C'est un véritable trésor qui aborde le problème sous tous les angles. Historique, philosophique. Et même psychologique. Notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi c'est si compliqué de tracer une ligne claire dans le sable. On va essayer de décortiquer les outils qu'on nous propose pour faire le tri, de voir leurs forces, leurs faiblesses. Et surtout de comprendre pourquoi notre propre cerveau parfois nous joue des tours, pourquoi on est si réceptif à certaines idées. C'est parti, on se lance. Alors, le point de départ quasi obligé quand on parle de ça, c'est un philosophe du XXe siècle, Karl Popper. Karl Popper exactement, et son idée de réfutabilité. En gros, l'idée, c'est qu'une théorie scientifique, c'est une théorie qui prend un risque. C'est ça. Elle doit faire des prédictions audacieuses qui, si elles se révèlent fausses, pourraient la mettre à terre. Une théorie qui explique tout, qui a réponse à tout, ne prend aucun risque, et donc, pour Popper, en fait, elle n'explique rien. Pour lui, l'irréfutabilité, qu'on pourrait voir comme une force, C'est le pire des vices. Il disait que les théories les plus puissantes sont celles qui interdisent le plus de choses. ah oui, La théorie de la relativité d'Einstein, par exemple. Elle interdit à un objet d'aller plus vite que la lumière. C'est une prédiction hyper risquée. Si on trouvait un seul objet qui dépasse cette vitesse. toute la théorie s'effondre. Voilà. Pour lui, une confirmation n'a de valeur que si elle est le résultat d'une vraie tentative de démolir la théorie, et que cette tentative a échoué. C'est une idée très nette, très propre, ça a le mérite d'être simple. Hmm, Mais attends, ça me paraît un peu brutal comme approche. Dans la réalité, les scientifiques jettent pas des années de travail à la poubelle au premier pépin, à la première observation qui colle pas. tu mets le doigt dessus. C'est la critique majeure que les sources développent. L'histoire des sciences montre que les chercheurs sont beaucoup plus tenaces. D'accord? Prends l'exemple de la découverte de Neptune au XIXe siècle. Les astronomes observent Uranus et ils réalisent que son orbite ne correspond pas du tout aux prédictions de la mécanique de Newton. Pas du tout. Pas du tout. Selon un Popperien strict, c'était game over pour Newton. Et pourtant, Newton est toujours là. Et comment, au lieu de jeter la théorie, des astronomes comme Urbain Le Verrier ont fait un pari. Ils ont dit « La théorie de Newton est juste, mais il doit y avoir quelque chose d'autre qu'on ne voit pas. Une planète inconnue. Une planète inconnue dont la gravité perturbe l'orbite d'Uranus. Ils ont fait les calculs, ils ont prédit où cette planète devait se trouver, des astronomes ont pointé leur télescope et, bam, ils ont découvert Neptune. Ah, donc ils ont patché la théorie en quelque sorte. Ils ont ajouté une hypothèse auxiliaire, c'est ça? L'existence d'une nouvelle planète pour sauver la théorie principale. C'est fascinant. C'est la norme. Les sources nous rappellent le cas de Johannes Kepler. Au début du XVIIe siècle, il essaye de faire coller les observations de Mars avec le modèle de Copernic. Qui prévoyait des orbites circulaires. Exactement. Et ça ne marchait pas. Mais il n'a jamais pensé « Copernic a tort ». Non, il a ajusté le modèle, il a testé d'autres formes, jusqu'à découvrir que les orbites étaient elliptiques. Il a sauvé le cœur de la théorie en modifiant une partie. D'accord. Mais alors là, il y a un angle mort. Si les scientifiques peuvent toujours sauver leur théorie, où est la différence avec une pseudoscience qui trouve toujours une excuse pour expliquer ses échecs? C'est l'autre face du problème, et c'est un point crucial des sources. Certaines affirmations qui sont clairement pseudo-scientifiques sont techniquement tout à fait réfutables. Ah oui, comme quoi? L'exemple donné est celui des créationnistes Jeune Terre. Ils affirment que la Terre n'a que 6000 ans. D'accord. Cette affirmation, est-ce qu'elle est réfutable? Absolument. Elle a été testée et anéantie par des montagnes de preuves. La géologie, la datation au carbone 14. Elle est non seulement réfutable, mais réfutée. Exactement. Pourtant, ça n'en fait pas une science. Ok, donc le critère de Popper, c'est une super porte d'entrée, une sorte de première balise, mais ça ne suffit pas. On est un peu dans une impasse là, comment on en sort? On en sort en abandonnant l'idée d'un critère unique et magique. Et c'est là que les sources introduisent une idée d'un autre philosophe, Ludwig Wittgenstein. Et son concept de ressemblance de famille, c'est-à-dire? L'analogie qu'il utilise, c'est celle du mot « jeu ». Essaye de définir ce qu'est un jeu. Quelle est la caractéristique commune à tous les jeux? Il faut s'amuser? Non, les joueurs d'échecs pro n'ont pas l'air de s'amuser tout le temps. Non. La compétition? Non plus, on peut jouer seul. Des règles? Peut-être, mais un enfant qui lance une balle contre un mur, c'est un jeu, et les règles sont assez floues. C'est vrai, c'est difficile. Exactement. Il n'y en a pas.
Les jeux forment une famille. Certains partagent des traits comme la compétition, d'autres en partagent d'autres comme la chance. Ils sont liés par un réseau de caractéristiques qui se chevauchent. Comme une famille où certains ont le nez des Dupont, d'autres les yeux des Dupont, mais personne n'a le visage Dupont complet. C'est une excellente image. C'est exactement ça. Et donc, on pourrait voir la science de la même manière. Pas comme une catégorie avec une frontière rigide, mais comme un concept en faisceau. Précisément. Et pour rendre ça visuel, l'un des auteurs, Massimo Pigliucci, propose une sorte de carte. Imagine un graphique avec deux axes. L'axe vertical, c'est la connaissance empirique. Donc l'ancrage dans les faits, les données. Voilà. Et l'axe horizontal, c'est la compréhension théorique. À quel point ces concepts sont cohérents, logiques, bien connectés. D'accord, j'ai le graphique en tête. Et concrètement, ça donne quoi? Eh bien, on voit apparaître des zones. Tout en haut à droite, excellent score sur les deux axes, tu as les sciences matures. La physique des particules, la biologie moléculaire. Solide sur le plan théorique et confirmé par des tonnes de données. Voilà. Ensuite, au milieu, c'est plus nuancé. Tu as les sciences sociales, comme la socio, l'économie. Bonne base empirique, mais cadre théorique moins unifié. C'est ça. Et tu as aussi les domaines frontières, les proto-sciences. Les sources citent la physique des cordes et le programme SETI. La recherche d'intelligence extraterrestre. Et la physique des cordes, c'est d'une puissance théorique inouïe. Mais pour l'instant, zéro confirmation empirique. SETI a une base théorique simple, mais manque de données. Ce ne sont pas des pseudosciences, ce sont des projets en cours. Et j'imagine qu'il y a le coin de la honte en bas à gauche. Le coin en bas à gauche, exactement. Faible score empirique, faible score théorique. C'est là que les auteurs placent les pseudosciences. L'astrologie, le créationnisme. Le négationnisme du VIH. Prenons l'astrologie. Empiriquement, c'est un désastre. Toutes les études contrôlées montrent que ces prédictions ne font pas mieux que le hasard. Et théoriquement, C'est peut-être encore pire. Le mécanisme supposé est inexistant, il contredit tout ce qu'on sait de la physique. La gravité des planètes a moins d'effet sur un bébé que la présence de la sage-femme dans la pièce. C'est une double peine en fait. ce qui est fou avec cette carte, c'est qu'on parle encore du contenu des théories. Mais les sources vont encore plus loin, n'est-ce pas Sam? Elles suggèrent que la différence, ce n'est peut-être pas ce que les gens pensent, mais comment ils en parlent entre eux. On touche au cœur du réacteur là. On passe de la philosophie à la sociologie des sciences. L'idée, c'est que la science, c'est une pratique sociale, une entreprise humaine. Et il y a un contraste entre deux types de groupes. Oui, un contraste saisissant entre les communautés critiques et ce que l'une des autrices appelle les belief buddies. Les copains de croyance. J'aime bien l'expression. On peut la traduire comme ça, oui. Une communauté scientifique est, par essence, une communauté critique. Elle est organisée autour de l'évaluation par les pairs, des conférences. Tout est conçu pour encourager le scepticisme organisé. Le but n'est pas de se mettre d'accord, mais de se chercher des noises, de manière constructive. C'est la coopération amicalement hostile de Popper. C'est contre-intuitif. On imagine que leur travail, c'est de trouver les failles dans les travaux des autres. C'est en se corrigeant mutuellement que le groupe avance et se débarrasse des erreurs. À l'opposé, tu as les copains de croyance. Là, le but, c'est le soutien, l'affirmation mutuelle. Exactement. Ils se forment souvent autour d'une idée marginale, d'une vérité que le reste du monde rejette. La cohésion du groupe est primordiale. Critiquer l'idée, c'est une trahison. C'est vu comme une attaque. On est là pour se conforter dans une croyance commune, pas pour la mettre à l'épreuve. Est-ce qu'on a un exemple historique de cette différence? Les sources en donnant qui est parfait. La différence entre l'alchimie et la chimie. Au XVIIe siècle, des gens comme Robert Boyle, un des pères de la chimie moderne, Était aussi un alchimiste passionné. oui, mais la différence, c'est la structure sociale. Boyle présentait ses travaux de chimie à la Royal Society de Londres. Ils étaient débattus, critiqués, on essayait de les reproduire. C'était une entreprise ouverte et critique. Et ses travaux d'alchimie, il les gardait secrets. L'alchimie était une pratique ésotérique, individuelle. Il n'y avait pas de conférence internationale d'alchimie. Sans cette communauté critique, ça ne pouvait pas avancer. L'alchimie a stagné pendant des siècles. Pendant ce temps, la chimie, en tant qu'entreprise collective, a explosé. D'accord. Donc on a les critères logiques, la carte nuancée et la dynamique sociale. On a le quoi et le comment. Mais il manque le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on tombe dans le panneau, parfois? C'est la dernière pièce du puzzle, et peut-être la plus fascinante. Les racines cognitives. L'idée, c'est que notre cerveau n'a pas évolué pour faire de la physique quantique. Il a évolué pour survivre, pour comprendre les intentions des autres, trouver des buts. Et ça nous a laissé avec des biais cognitifs. Des raccourcis mentaux très utiles au quotidien, mais qui peuvent nous tromper en science.
Le premier, c'est la pensée téléologique, notre tendance à voir un but, une finalité partout. C'est un réflexe incroyablement puissant, surtout chez les enfants. Les études citées sont géniales. On demande à des enfants pourquoi les rochers sont pointus. Ils ne vont pas répondre à cause de l'érosion. Non, ils vont dire c'est pour que les animaux puissent se gratter le dos dessus. C'est fou, mon neveu fait exactement ça. Il pense que la pluie tombe pour arroser les fleurs. On est câblé comme ça, en fait. On est câblé comme ça. Et cette recherche de but rend une explication comme le dessin intelligent L'idée qu'un créateur a conçu la nature avec un objectif, beaucoup plus intuitive et satisfaisante que la sélection naturelle, qui est un processus aveugle. il y a aussi ce qu'ils appellent l'essentialisme. L'idée que chaque chose a une essence cachée et immutable. Un chat est un chat parce qu'il a une essence de chat. Ce qui rend l'évolution, avec ses variations continues, très contre-intuitive. Exactement. Et le troisième grand biais, c'est la posture intentionnelle. Notre tendance à voir des agents, des volontés derrière les événements. C'est ce qui fait qu'on voit un complot derrière une série de coïncidences. Ou que notre ordinateur refuse de démarrer. Et tout ça mène à ce que les sources appellent l'illusion de la compréhension. On a l'impression d'avoir compris quelque chose quand on a une explication avec un agent et une intention. Exactement. Et ce sentiment de compréhension peut être complètement décorrélé de la vérité. Les sources donnent un exemple qui est une parodie, mais qui est parfait. La fausse étude sur les gargouillis d'estomac. Les borborigrammes, oui. Le chercheur fictif prétend les avoir traduits en phrases comme « cochon pourri, laisse-moi tranquille ». C'est absurde, mais je vois l'idée. On prend un phénomène mécanique, un bruit digestif, on y plaque une intention, un message. Et on a l'impression d'avoir percé un mystère profond. C'est ça l'illusion de la compréhension. Et c'est sans doute le moteur psychologique le plus puissant derrière l'attrait des pseudosciences. Elles offrent des récits simples, avec des agents, des intentions, des buts. Là où la science offre souvent des explications complexes, contre-intuitives et mécaniques. Bon, si on fait le bilan, ce qui ressort, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle, pas de test de pH pour séparer la science de la pseudoscience. C'est bien plus subtil. C'est un ensemble d'indices qui convergent. Est-ce que c'était stable? Est-ce que c'est cohérent? Et surtout, est-ce que c'est porté par une communauté qui cherche à se corriger ou par un groupe qui cherche juste à se conforter? C'est un jugement au cas par cas qui s'appuie sur un faisceau d'indices. C'est moins satisfaisant, mais c'est plus proche de la réalité. Pour finir, il y a un truc dans les sources qui m'a vraiment fait tiquer. Une idée provocatrice, l'hypothèse de Salem. Ah oui? Elle suggère qu'une formation d'ingénieur pourrait, paradoxalement, prédisposer certaines personnes à accepter des idées créationnistes. C'est totalement contre-intuitif, on est d'accord. On se dit qu'une formation scientifique poussée devrait immuniser contre ça? Alors, quelle est l'hypothèse? L'hypothèse, c'est que la formation d'ingénieur habitue l'esprit à un raisonnement déductiviste. On part de principes premiers connus et solides. Les lois de la physique, la résistance des matériaux. Et on les applique pour concevoir une solution. On va du principe vers l'objet. Et la recherche fondamentale, ce serait l'inverse? Ce serait plus inductiviste. Le chercheur part de l'inconnu, d'une observation étrange, et essaie de remonter vers de nouveaux principes. D'accord. Le raisonnement créationniste ressemble à un raisonnement d'ingénieur à l'envers. On regarde un objet complexe, un œil, et on en déduit qu'il doit y avoir un concepteur. L'esprit est déjà formaté pour penser en termes de design et de fonction. Ça remet en cause l'idée un peu simpliste que plus d'éducation scientifique est forcément la solution à tout. Peut-être que le type de raisonnement qu'on nous enseigne est tout aussi important. La manière dont on apprend à structurer sa pensée, oui, c'est aussi important que la quantité de faits qu'on mémorise. Ça laisse songeur, non? C'est quelque chose à garder dans un coin de sa tête.